Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette conférence préférences motrices et préférences cognitives. Alors, comme on a 2 minutes d'avance, je vais profiter de ces 2 minutes pour vous demander déjà si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Il y a déjà Gilles qui dit qu'il est prêt et puis content. Salut Gilles. Donc vous pouvez écrire, vous avez un petit chat à votre droite. Donc, n'hésitez pas à m'écrire, me dire si tout est OK pour vous. Yves, salut Yves. Ludovic, salut Ludovic. Depuis la Corrèze, c'est good, son et image, super, extra, parfait. Alors de nouveau, n'hésitez pas à utiliser ce chat. On a encore 1 minute devant nous. Paul, parfait, extra, super. Eric, tout est OK. Sophie, salut Sophie, tout est OK. Frédéric, impeccable. Quentin, tout est bon. Vidéo et son, extra. Alors, on va se mettre à l'heure suisse. Donc, sur mon ordinateur, il y a marqué 59. Alors, à 00, je démarre, mais pas avant. OK, Fabien, Axel, salut Axel de Toulouse. Pierre-Yves, Jean-Luc, Marding, Gervais, Gaël, OK, tout est OK. Le son, image, Jean-Yves, au top à Chaumont, salut Jean-Yves. Morgane, salut Morgane, de Caen, tout est OK. Gilles, je te vois, je t'entends clair et net, de Bretagne. Ah ben voilà, vous venez de partout, vous êtes déjà plus de 100 à être connectés juste avant l'heure, bravo, super. OK, eh ben, je vous propose de commencer. Alors, comme vous le savez, je vais vous parler un petit peu de préférences, de nouveau, de préférences, mais cette fois, on va un peu varier par rapport à ce que les discussions qu'on avait eues sur les webconf précédentes, puisque ça va être une discussion autour des préférences cognitives. Donc, on va partir des préférences motrices et essayer de faire le lien avec les préférences cognitives. Donc, on va partir du moteur pour arriver au cérébral, partir du mouvement pour arriver aux idées. Voilà, je vais vous partager Yves la Corrèze. OK, Marc, salut. Je vous partage mon document et puis il est 20h00 pétanque. Bon, eh bien, on y va. Alors, hop, voilà. Préférence cognitive. Alors, on peut se dire initialement que c'est quand même étrange quand on est un spécialiste du mouvement de venir parler de préférences cognitives, de cerveau, d'idées, de notions qu'il y aurait à voir avec la liberté, avec la confiance, avec la conscience même. Eh bien, on va voir que c'est pas si étrange que ça. C'est étrange si on considère que d'un côté, il y a la tête qui génère des idées et puis qui pense, et puis de l'autre côté, il y a le corps qui nous fait bouger dans un monde de pesanteur. Mais dans le niveau qu'on va vous proposer, là, dans cette webconf que je vais vous proposer, qui va correspondre à un niveau 3 d'une formation qu'on donne et que je vais vous proposer à l'issue de cette webconf, eh bien, on va voir combien il y a un changement complet de paradigme actuel qui nous amène d'un monde dans lequel il y aurait une dissociation, vous savez, le Descartes, je pense, donc je suis, d'un côté l'esprit, de l'autre côté le corps, à un monde dans lequel il y a un interfaçage complet entre ces deux réalités. Alors avant ça, un petit feedback sur les webconf précédentes. La première webconf qui correspond au niveau 1 de nos formations, eh bien, cette webconf, elle portait sur le fait qu'on ne bougeait pas tous de la même manière. Là, je vous ai ressorti des vieilles vidéos, mais elles sont très vieilles, celles-là, elles ont bien une vingtaine d'années, où on voit 2 manières de bouger. On voit un monsieur, là vous le voyez, alors ce monsieur, il sait pas même, hein, c'était sur un stade que j'avais pris en vidéo, et c'est quand je l'ai vu d'ailleurs que ça m'a fait penser à terrien, parce que je me dis, il rase le sol, et puis j'ai hésité entre terrien et subaquatique, mais finalement j'ai quand même décidé de garder que terrien. On voit bien combien il est en contact complet avec le sol, donc le temps de contact avec le sol est très long, il a presque pas de mouvement en l'air. À l'inverse, on avait ce monsieur qui arrivait là, et puis qui venait nous voir d'ailleurs pour une tendinopathie d'Achille. Et quand je l'ai fait courir, voilà la manière qu'il avait, spontanée, naturelle de courir.
Alors, on pourrait dire que c'est le résultat d'un apprentissage. Eh bien là, non, pas beaucoup. Parce qu'il s'avérait que le monsieur là que vous voyez courir sur les pointes, eh bien, c'est un rugbyman. Et que je sache, c'est pas exactement au rugby où on apprend à courir de cette manière-là. Donc, un monsieur de plus de 90 kilos qui court de cette manière, eh bien, nous, c'est ce qu'on appelle un aérien. Donc, quelqu'un qui reste plus longtemps en l'air qu'il ne reste au sol. Donc là, vous voyez deux polarités qui sont très marquées. Voilà. Ces polarités qu'on voit à la marche, qu'on voit à la course, en fait, on les voit dans chacun de nos mouvements. Allez, petite proposition dans le tennis. D'un côté à gauche, Raonic. On voit combien il fléchit avant de venir taper dans la balle. Et de l'autre côté, Federer. On voit des coups qui sont faits sur beaucoup plus d'extension. Voilà, regardez Raonic, flexion. Mon centre de gravité s'approche du sol. Ensuite, je pénètre à travers la balle et donc c'est une force plus horizontale. À l'inverse de Federer, qui garde toujours plus d'extension au moment où il va faire son geste technique. On passe au golf. Dans le golf, on voit à peu près la même chose. On a à gauche Jason Day. Je vous ai pris des bons à chaque fois pour bien montrer qu'on peut être très très bon en mode terrien puis très très bon en mode aérien. Eh bien, on voit combien Jason Day se prépare aussi dans la flexion. On voit ses jambes qui sont pliées. Alors que si on regarde à droite Tiger Woods, ben on a beaucoup plus un fonctionnement avec un centre de masse haut placé, une chute au moment du mouvement et un rebond qui suit. Donc ces mouvements, c'était le niveau 1 de nos formations, on voit qu'on est organisé pour bouger de manière différente avec ceux qui rapprochent leur centre de masse du sol et puis qui poussent, et ceux qui gardent le centre de masse beaucoup plus haut placé et qui ont tendance à rebondir et qu'on appelle les aériens. Hop. Alors, la question, c'est, puisqu'on ne bouge pas tous de la même manière, mais d'où ça peut venir? Alors là, pour le moment, on n'a que des hypothèses. On sait que c'est quelque chose qui s'exprime en nous dès la naissance. Donc, ce n'est pas le produit d'un apprentissage. Ça ne veut pas dire que si on apprend à courir plus aérien, on ne peut pas devenir plus aérien. C'est adaptable, bien sûr. Mais spontanément, quand on va bouger avec ce centre de masse plus ancré ou alors avec ce centre de masse plus en extension. Une hypothèse serait que de génération en génération, il y a des formes de corps plus galbées et peut-être aussi conjointement des types de mouvements plus dans la flexion qui ont été sélectionnés pour venir correspondre aux caractéristiques de l'environnement. On voit plus ces corps galbés, plus ronds, avec un système d'ancrage plus marqué dans les endroits où il y a de l'humidité et où il y a du froid. À l'inverse, si on passe dans des endroits où il fait chaud, là on est chez les Maasai, des endroits où il fait chaud et puis sec, on a plutôt tendance à avoir des corps filaires, donc qui vont chercher la verticalité et qui génèrent des mouvements qui sont des mouvements beaucoup plus dans le rebond. Voilà, ça c'est la manière de danser spontanée d'un Maasai. On imagine plus difficilement un Maori faire la danse des Maasai, puis on imagine aussi difficilement un Maasai venir faire le haka, on aurait tendance à en rire. Donc, une explication possible serait le besoin de réguler sa température et avec des corps qui se rapprochent du cercle, qui se rapprochent de la boule, eh bien, c'est des corps qui gardent davantage la température en eux. Pourquoi? Parce qu'ils valorisent le volume du corps et ils minimisent la surface externe. Si c'est dans un endroit où il fait froid, il vaut mieux garder la température interne au corps. À l'inverse, si vous êtes dans un endroit où il fait chaud et puis sec, mais il vaut mieux avoir un corps un peu plus filaire, puisque le côté ligne, c'est ce qui maximalise la surface et puis minimise le volume, et donc ça vous permet d'échanger beaucoup plus avec l'environnement. Alors, il est possible qu'il y ait d'autres explications, mais disons que c'est bien un phénomène à long terme, ce serait bien un phénomène à long terme d'adaptation du corps aux conditions environnementales. Et ça nous donnerait des corps qui ne sont pas organisés de la même manière et qui ne bougent pas de la même manière. Voilà, ça, c'est une webconf que je vous ai déjà proposée. C'était un petit rappel et c'est le niveau 1 de nos formations. Comment on s'équilibre, avec quelle morphologie et comment on peut utiliser ça en étant professionnel de santé, professionnel du sport, qui, pour essayer de réduire les blessures ou alors de faire face quand un sportif a une blessure, et puis qui, pour améliorer la performance. Ensuite, je vous avais proposé une deuxième webconf. Dans cette deuxième webconf, on n'avait plus regardé cette fois comment on s'équilibre, c'est-à-dire comment on pose son centre de masse, mais on s'était mis à regarder comment on bouge autour de notre centre de masse. On avait vu, par exemple, qu'il y a des gens,
qu'on appelle de motricité axiale, qui sont des gens qui aiment garder leur masse autour de ce centre. Donc là, on voit par exemple cette coureuse qui a tendance à vouloir rapprocher ses bras autour d'une verticale, qui traverse le corps en deux. On appelle ça, nous, des motricités axiales. À l'inverse, si vous regardez cette coureuse de droite, eh bien, elle fait l'avion, en fait, pour faire simple. Elle a les bras bien écartés. Et pour nous, c'est ce qu'on appelle des motricités larges. C'est des gens qui aiment amener leur masse le plus loin possible de la verticale qui traverse le corps en deux et qui est verticale au sol. Voilà. Alors, on avait vu dans ce niveau 2 qu'il y avait plein d'autres manières de bouger autour de ce centre de masse. Il y a des gens qu'on appelle associés, donc qui vont bouger la ligne d'épaule en même temps que la ligne de bassin. Il y a des gens qui sont dissociés. Voilà. Sachez donc qu'une fois qu'on a l'équilibre, niveau 1, eh bien, il s'agit juste d'apprendre comment tout le reste du corps s'organise autour de cet équilibre, et c'est du niveau 2. Mais vous voyez que on est encore purement dans du corporel. Là, je ne vous ai pas parlé encore de cognitif. Avec ces slides, on rentre dans quelque chose qui est étrange si on croit à la séparation du corps et puis de la tête. On rentre dans l'univers des hyperlaxes. Alors, les hyperlaxes, il y a 6 critères pour venir voir ce que c'est que de la laxité. Un des critères, c'est le récurvatum. Vous voyez, ces jambes toutes tendues, là, avec la partie basse des jambes qui va vers l'arrière. On a la même chose au niveau des bras. Voilà, je ne vais pas vous passer tous les critères. Selon les études scientifiques, ce serait un petit 10% de la population. Nous, selon les statistiques qu'on a, si on ne va pas regarder tous les critères, mais on pense plutôt en curseur, ben on aurait peut-être au moins 3 personnes sur 10 qui seraient laxes. Il y a une équipe scientifique dans le monde, qui est une équipe espagnole, mais il n'y en a qu'une à ma connaissance, qui a observé des choses un petit peu troublantes, voire vraiment dérangeantes. Ils ont observé que 70% des laxes souffrent de troubles anxieux, alors que c'est 20% du reste de la population. Ils ont observé que les laxes ont 8 fois plus de risques de subir des attaques de panique, de souffrir de phobie sociale que le reste de la population. 6 fois plus de risques d'agoraphobie. Donc, vous voyez, là, on commence à passer des critères qui sont des critères qu'on appellerait plutôt psychologiques, de comportement. Et on est en train de bien parler, la laxité, c'est bien juste des tissus qui offrent moins de résistance. On est en train de commencer à faire des liens entre une structure corporelle et puis une manière de se comporter, une manière de réagir d'un point de vue psychologique. Je continue. Les laxes sont davantage sujets aux palpitations, étourdissements, nausées, essoufflements, hyperventilation, tremblements, gêne thoracique, fatigue. 78% des laxes présentent une tension basse, puis des phases de tachycardie, alors que c'est seulement 10% du reste de la population. Ils ont des risques accrus de douleurs articulaires. Ils aiment se déplacer sur un sol prévisible. L'axe qui aiment courir dans la nature, à l'endroit où ils sont pas sûrs de comment ça va se passer sur leurs appuis, ils sont relativement rares. Il y en a plein qui adorent des vêtements compressifs. Ils s'entourent parfois dans le soir, en rentrant dans leur lit, ils s'entourent comme ça dans leur drap. Ils savent pas pourquoi ils font ça, mais ils savent juste que quand ils font ça, ils se trouvent plutôt mieux. Et puis, c'est des gens qui se posent beaucoup de questions sur eux-mêmes. La question, c'est comment expliquer que quelque chose qui a à voir avec une structure tissulaire peut donner un diagnostic, des éléments de diagnostic aussi différenciés que ça, avec des liens avec du métabolisme, avec de la tension artérielle, avec des effets psychologiques. Si on continue sur ces laxes, on a déjà passé un certain nombre ici au laboratoire, on observe que quand on leur fait passer, par exemple, un test d'effort, vous savez, c'est ces tests-là, comme vous voyez sur la photo, avec un masque, et puis on va mesurer les paramètres ventilatoires, on observe que avant même l'effort, leur métabolisme, il est déjà au taquet, et qu'ils arrivent quasiment jamais à aller au maximum de l'effort sur ce test-là, parce que avant d'arriver au maximum, alors nous on a des critères physiologiques pour définir ce que c'est que ce maximum, par exemple un coefficient respiratoire supérieur à 1, je vais pas être trop technique, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'arrachent le masque. Donc quand arrive le moment où il faudrait pouvoir terminer, ils ont comme cette angoisse, je reviens juste sur la slide d'avant, vous avez déjà vu, 8 fois plus de risque de subir des attaques de panique, de souffrir de phobie sociale. Donc, ils ont cette angoisse et ils ont le sentiment qu'ils vont plus réussir à respirer. Donc, ils s'arrêtent avant. Ils arrachent le masque. Donc, ils n'arrivent pas au maximum. Ça ne veut pas dire qu'à l'extérieur, ils ne peuvent pas arriver au maximum. Ça veut dire que dans les conditions
dans lequel la respiration est impactée, ils n'arrivent pas au maximum. Donc, nous, dès qu'on voit quelqu'un qui a une tendance laxe arriver, on a déjà une intuition, comme une connaissance de ce qui se risque de se passer lors du test. Voilà, donc tout ça pour dire comment expliquer qu'une structure corporelle génétiquement déterminée, parce que la laxité, c'est quelque chose qui se transmet de manière génétique, peut affecter d'une telle manière nos comportements. Voilà. La seule manière de pouvoir comprendre ça, de pouvoir l'expliquer, c'est qu'il va falloir arrêter de penser, nous falloir arrêter de penser qu'il n'y a pas de relation entre notre corps et puis notre pensée. Pour ça, on peut faire appel à la différence qu'il y a entre l'animal et puis le végétal. Le végétal, ça vit ici et maintenant, ça ne se déplace pas, ça ne centralise pas les choses. Par exemple, on a une oreille interne, nous, on a de chaque côté des petits canaux pour venir nous dire où est notre schéma d'équilibre. Eh bien, un arbre, par exemple, dans chacune de ses cellules, il a ça. Donc, il n'a pas centralisé son système d'équilibre, il l'a donné en périphérie. Eh bien, c'est exactement la même chose pour le traitement des informations. Ce qui ne bouge pas ne centralise pas. À l'inverse, l'animal a X différences avec le végétal, mais parmi les différences importantes, il y a le fait qu'il bouge et qu'il centralise l'information au sein d'un système nerveux. Ça veut dire que parce que l'on bouge, on a dû centraliser l'information. Centraliser l'information, ça s'appelle avoir un cerveau. Autrement dit, le cerveau, c'est le produit du mouvement qui a pour fonction de produire du mouvement. Et c'est pas l'inverse. Si on croit encore que le cerveau, il est fait pour penser, pour émettre des idées dans le monde, pour pouvoir en discuter autour d'un verre de bière, eh bien, ça veut pas dire qu'il n'est pas capable de faire. Bien sûr, il est capable de le faire. On en a tous l'expérience. Mais ça veut dire qu'avant ça, il y a des choses beaucoup plus importantes, qui étaient le fait qu'on est en mouvement. Et comme on est en mouvement, on a dû construire un cerveau. Voilà. Partant de ce constat, je vous propose maintenant de voir quels sont ces liens qu'on peut avoir entre mouvement et pensée, voir combien ils peuvent être intriqués, et puis ensuite de voir que comme on pense, on bouge. Hop là, mon petit... il est mignon quand même, hein, le petit chien. Voilà, il va revenir à plusieurs reprises. Donc on est rentré dans cette première partie. Entre la tête et puis le corps se joue quelque chose qu'on va essayer au fur et à mesure de découvrir. Alors, l'espèce humaine, elle a quand même ce truc un petit peu particulier qui fait qu'elle n'est pas monstrueusement armée, donc elle est plutôt de l'ordre d'une proie, et puis qui, à force de progrès technique, est devenue l'ultime prédateur, et champion du contrôle de son environnement. Aujourd'hui, si d'ailleurs on posait la question à nos aïeux et on leur dit, vous savez quoi, on a résolu les 3 principaux problèmes que vous aviez pensés irrésolubles. La première, c'était les pandémies. Alors on va dire, ok, dire qu'on a résolu les pandémies dans la situation actuelle, c'est quand même un peu se moquer du monde. Mais bon, on parlait de pandémies qui risquaient d'affecter l'ensemble de l'humanité. Et là, on n'en est pas là. Donc on a résolu la plupart des pandémies. On a résolu les problèmes de la faim, alors pas pour tout le monde de nouveau, mais quand même pour la grande majorité de l'humanité, ce qui fait qu'on se retrouve 8 milliards aujourd'hui, projection à 10 milliards d'ici la fin du siècle. Et enfin, on a résolu la grosse majorité des guerres. Alors, si on disait ça à nos aïeux, aux générations qui nous ont précédés, ils diraient qu'on vit aujourd'hui juste au paradis. Donc, la raison humaine, qu'on l'ait cru, qu'on l'ait perçue, qu'on l'ait sentie comme toute puissance, eh c'est sûr qu'il y avait de quoi s'emballer quand on voit ce qu'on a réussi à faire et puis de quelle manière, avec pas grand-chose, si ce n'est que notre pensée, notre capacité d'abstraction, notre capacité de conscience, on a réussi à peu près à résoudre l'ensemble des grands problèmes qui sont présentés à nous. Sauf que, aujourd'hui, une des premières raisons pour lesquelles on meurt, c'est de trop manger. Donc, on mourrait de ne pas assez manger, maintenant on meurt de trop manger. On a plus de risques de se suicider nous-mêmes que d'être tué par quelqu'un d'autre. Et donc, on a aussi des risques de s'empoisonner. Et donc, en résolvant les problèmes, certains ont commencé à dire que ça allait être la fin de l'histoire. Et en fait, on se rend compte qu'on résout un problème, mais on en crée d'autres. Et ça nous amène à nous sentir beaucoup plus fragiles que ce que l'on s'est cru avant. Alors, comment une espèce aussi intelligente que nous peut se comporter de cette manière? Ça, c'est une petite expérience qui est faite en sciences sociales. On met des gens dans une salle d'attente, et puis il y a des gens qui sont là,
qui sont avec les scientifiques et au début, volontairement, alors là, vous l'entendez pas, mais il y a chaque fois un bip. Et volontairement, au départ, eh bien, ceux qui sont avec les chercheurs se mettent à se lever. Vous voyez la petite dame là qui est avec son truc violet. Elle est là comme sujet de l'expérience, mais elle ne le sait pas. Et vous voyez que très vite, parce que les autres se lèvent, elle se met à se lever. Ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment aucun sens qu'elle se lève. Voilà, je vous remets juste pour que vous entendiez le bip. Voilà. Donc, cette petite dame, elle se lève et elle va continuer à se lever. Vous voyez là, tous les complices sont partis. Mais à chaque fois, il y a le bip et puis la petite dame, elle se lève. Pourquoi elle se lève? Pour la simple raison que les autres se sont levés. Le temps passe, il n'y a plus aucun complice. Là, il y a de nouveaux patients qui arrivent dans le cabinet. Et puis lui, qu'est-ce qu'il va se faire? Il va s'asseoir. Au début, il va regarder l'autre. Puis il va se dire, mais elle est folle ou quoi? Pourquoi elle se lève? Il va même lui poser la question. Et puis elle va lui dire, moi je me lève parce que les autres se sont levés. À mon avis, il faut se lever. Et puis le monsieur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire comme tout le monde. Voilà, il est ici. Et hop, à chaque fois au bip, il va se lever. Voilà. On passe les minutes, on passe les heures. Les patients continuent d'arriver. Ça fait 1 heure qu'il n'y a plus un seul patient qui était là pour aider les scientifiques. Voilà, c'est tous des gens qui sont arrivés 1 heure après. À chaque bip, tout le monde se lève. Comment une espèce intelligente peut faire quelque chose d'aussi stupide? Ça s'appelle l'effet bandwagon. C'est le wagon dans lequel il y a l'orchestre qui joue et puis tout le monde fait la même chose. Donc, en même temps, on est intelligent, puis en même temps, on va se conformer en faisant des choses alors qu'il n'y a aucune raison de venir les faire. Des expériences comme ça, il y en a des milliers. Par exemple, on a aussi tendance à se dire qu'on est plutôt pas mauvais plutôt que on est plutôt bon plutôt que mauvais. Il vaut mieux pour être en forme. Là, regardez, c'est des expériences qu'ils ont menées avec des professionnels du mouvement. Ils ont demandé à ces professionnels de l'athlétisme de regarder des coureurs. Et puis, ils leur ont dit, dites-nous ceux qui sont efficaces et ceux qui ne sont pas efficaces. Puis après, ils ont mesuré l'efficacité de la foulée. Avec une corrélation à 0, c'est l'équivalent de venir prendre une pièce de monnaie et puis de jeter la pièce de monnaie et puis de répondre à pile ou face. Et là, vous avez une corrélation négative. C'est-à-dire que par rapport à la réalité, les coachs qui ont fait partie de cette étude, et au départ, il y avait une première étude qui a été menée en Suisse là-dessus, puis après, il y en a une autre qui a été menée avec beaucoup plus de coachs, qui arrivent les deux au même résultat. Le résultat, c'est quoi? C'est qu'on se surestime. C'est-à-dire les coachs, quand ils regardent la personne courir, non seulement ils sont pas à dire la réalité, mais ils sont encore moins bons que si on fait le truc au hasard. Bon, les coachs sont pas les seuls, hein. Les traders qui sont grassement payés, eh bien, il y a plusieurs études qui ont montré que si on jouait au hasard ce qu'ils achètent et ce qu'ils vendent, eh bien, les résultats seraient largement aussi bons qu'eux. Donc, en tant qu'espèce, on s'est cru très puissant. Pourquoi? Parce qu'on a résolu un certain nombre de problèmes et puis maintenant on découvre qu'en fait on s'est créé aussi un certain nombre de problèmes. Et donc qu'on a atteint ce qu'on appelle dans l'effet Dunning-Kruger, on a atteint le pic de la stupidité. C'est horrible de se dire ça. Alors regardez qu'après le pic de la stupidité, si on continue d'apprendre, il y a la vallée du désespoir. Alors peut-être qu'on est en train d'arriver dans cette vallée du désespoir, on s'est cru très intelligent. Et certainement parce qu'on n'a pas conscience d'où viennent nos manières de décider, nos manières de faire, eh bien maintenant seulement, c'est peut-être une prise de conscience de se rendre compte qu'on n'est pas intelligent que ça, mais c'est un peu l'arrivée du désespoir de s'en rendre compte. Alors vous en faites pas, parce que selon l'effet de Dunning-Kruger, après, si on continue à apprendre, on va remonter, puis on va arriver à un plateau qui sera un plateau de la consolidation. On pourrait presque l'appeler même le plateau de la consolation. Alors, je continue sur cette espèce tellement puissante qui est la nôtre, tellement confiance dans sa raison, et puis qui commence à se rendre compte qu'elle fait un certain nombre de bêtises. On est avec une spécialiste d'escrime de niveau européen. CMJ, ça veut dire contre-mouvement de jump. Dit autrement, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est fibre lente de chez fibre lente. Vous le faites sauter, eh bien, elle saute pas haut du tout. En moyenne, ses adversaires, sur le même type de mouvement de détente, vont arriver à peu près à 35, 36, 40 cm. Et elle est à 23. Autant dire qu'en confrontation directe, pour aller chercher la longe de manière rapide, elle a aucune chance. Alors, comment elle a pu arriver avec des fibres aussi lentes, alors qu'on dit qu'il faut être puissant et puis rapide,
au niveau européen. Eh bien, si on l'interroge, Lynn, eh bien, elle nous dit, moi, ce que je fais, c'est que je fais croire que je vais attaquer. Donc, je laisse l'autre attaquer, je m'enroule, c'est une motricité terrienne fibre lente, et puis je touche de près. Donc, elle fait ce que quelqu'un qui est terrien, puis avec ses préférences motrices, sait très bien faire. Jusqu'au moment où elle rencontre un nouvel entraîneur national, qui est tout l'opposé, bien aérien, super en rebond, super fibre rapide. Et que lui dit cet entraîneur? Vu le niveau faible que tu as d'un point de vue physique, eh bien, tu vas voir qu'après avoir travaillé avec moi, ce que tu vas devenir. Et ce qu'elle va devenir, c'est 3 ans à 4 ans de galère, d'instabilité, incapacité à mettre des touches. Voilà. C'est pas de bol, hein, mais l'entraîneur, il est venu jouer sur un truc qui s'appelle les fibres, qui passent très difficilement du lent au rapide. Donc, plutôt que de dire, tu verras quand tu auras fait ce qui est la vérité, qui est ma manière de faire, ça s'appelle une projection, eh bien, il aurait dû se poser la question de savoir, mais comment elle en est arrivée là, avec ses qualités qui sont aussi différentes que les autres. De nouveau, biais de surestimation, on pense avoir compris le monde, et donc, plutôt que de se dire qu'il est intelligent et de l'interroger, on va se dire, ben voilà, on va se mettre à le contrôler, voilà ce que tu vas faire pour Lynn, ça n'a pas bien fonctionné. Je continue dans le déroulé de nos limites. Attention, c'est pas pour dire seulement qu'on est limité, c'est pour vous dire combien nous sommes en grande partie absents des décisions mêmes que nous prenons. Mais on va voir combien il y a une porte de sortie à ça. Alors cette fois, on est avec un groupe de trailers en montagne. Et puis on voit sur les pics qui sont juste devant que l'orage arrive. Et là, vous avez le combat des audacieux et puis le combat de ceux qui sont beaucoup plus prudents. Donc les audacieux disent, bah, c'est rien, ok, c'est un petit peu noir, mais on va passer facile, il y en a pour une demi-heure, et puis quand même, on n'est pas en sucre. Et puis les prudents vont dire, non, on est en montagne, à 2000 mètres d'altitude, on joue pas avec ça, moi je veux faire demi-tour. Donc si on s'entend pas, s'il n'y a pas une option pour le groupe, vous pouvez avoir une séparation complète. C'est-à-dire les gens ne se comprennent plus, ne s'entendent plus. Pourquoi? Parce que leur besoin n'est pas le même. Alors supposons maintenant que les groupes se soient séparés. Et supposons que l'orage n'ait pas été si important. Eh ben, ceux qui étaient les audacieux vont passer le pic. Imaginons qu'une heure après, ils se rejoignent dans un refuge de montagne. Ils vont dire, bah voilà, on vous avait dit, vous auriez dû venir. Franchement, il y a eu 2 gouttes de pluie et puis la vue de l'autre côté était géniale. Voilà. Donc, les audacieux ont jugé les prudents et il s'avère que la situation leur a donné raison. Mais imaginons maintenant qu'en passant, ils se prennent un coup d'orage et pris un vrai coup d'éclair et puis qu'il y a un mort sur cette crête. Eh bien, quand les audacieux vont revenir et voir les prudents leur ont expliqué combien c'est eux qui ont raison. Voilà. Donc, dès que les besoins des gens sont pas les mêmes, on a tous tendance à saisir la situation vis-à-vis de nous-mêmes. C'est ça l'intelligence. Et donc, à juger les autres. Cette incompréhension, eh bien, les études ont été faites à la fois sur les humains mais aussi sur les animaux qui montrent que ces traits de caractère de type prudent par exemple ou des types audacieux, ben, ils sont présents chez tous les animaux. Et en fait, qu'on ne peut pas juger. Pourquoi? Parce que selon les circonstances, eh bien, c'est les uns ou les autres qui vont le mieux se comporter. Par exemple, quand les circonstances sont plutôt sécurisées, eh bien, c'est les audacieux qui vont trouver de nouvelles sources de nourriture, donc ils vont manger le plus, donc ils vont davantage se reproduire. Mais imaginez maintenant que ce soit des circonstances qui soient non sécurisées, par exemple qu'il y a un prédateur à disposition, ben, ceux qui vont se faire bouffer les premiers, ça va être les audacieux. Donc, si vous jugez que l'audace est supérieure à la prudence ou que la prudence est supérieure à l'audace, ben, vous rendez essentiel quelque chose qui ne l'est pas. Et donc, c'est de nouveau un jugement qui est un jugement en soi qui montre notre grande difficulté à saisir le monde tel qu'elle est. On le saisit par nous-mêmes et donc on juge des choses qu'on ne comprend pas. C'est ce qui amène ce monsieur-là, qui est chercheur, Nick Shater, un chercheur anglais en sciences du comportement à l'université de Warwick, à dire « Vous vous êtes cru intelligent, vous vous êtes cru profond, mais vous savez quoi? Vous êtes tout plat. » Ça s'appelle la théorie de l'esprit plat. Alors, pourquoi vous êtes tout plat? Parce que ce monsieur, il a amené un certain nombre d'études, par exemple cette étude qui est juste gigantesque, qui montre combien, en fait, on se raconte des histoires.
Alors, dans l'étude-là, il avait plusieurs personnes qui passaient cette étude, et puis il donnait, par exemple, 100, 120, 130 photos de personnes, et puis les gens qui étaient les sujets devaient dire s'ils trouvaient que les personnes étaient plutôt à leur goût ou pas à leur goût, plutôt belles ou plutôt pas belles pour elles-mêmes. Et puis, dans un certain nombre de cas, sans prévenir les sujets, eh bien, ils ont commencé à changer leurs réponses. Par exemple, imaginons que la 64e personne qui était une personne blonde, eh bien le sujet est dit, moi, je trouve que elle est vachement belle cette personne. Eh bien, hop, les chercheurs ont changé, puis on dit qu'elle n'était pas belle. Alors après qu'ils aient vu toutes ces personnes, et c'est dur de se souvenir sur 120 situations. Eh bien, après qu'ils aient vu ces personnes, ils vont revoir les sujets, puis ils disent, les chercheurs, comment vous pouvez expliquer que vous n'aimez pas les blondes? Parce que vous m'avez dit que, en fait, cette blonde, elle n'était pas belle. Et là, vous avez 74% des gens, donc des personnes qui ont dit qu'ils trouvaient les blondes belles, mais hop, le chercheur a modifié. Donc 74% des gens qui vont venir justifier le fait qu'elles n'ont jamais aimé les blondes. Alors je le refais. 74% des gens qui ont dit « j'aime les blondes », mais à qui on a fait croire qu'ils avaient dit qu'ils n'aimaient pas les blondes, vont venir justifier qu'ils n'ont jamais aimé les blondes. Plus fort encore, quand on leur montre la vidéo, après on leur dit en fait, on vous a arnaqué, vous aviez dit que vous aimiez les blondes. Eh bien, de nouveau, 74% des gens chez qui on montre la vidéo dans laquelle ils déclarent qu'il aimait les blondes, eh bien, 74% de ces gens disent que c'est un trucage, vous voyez, c'est une théorie du complot. Non, j'ai jamais dit ça, j'ai jamais aimé les blondes. Dit autrement, on a tendance à se raconter des histoires pour garder une cohérence vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres. Des études comme ça, il y en a un paquet. Pourquoi ça se passe comme ça? Bien, très certainement parce qu'on n'a pas conscience de ce qui détermine nos manières de juger. Et donc, notre esprit, lui, ne fait que reprendre des éléments disparates pour venir leur donner une cohérence. On pense qu'on juge de manière libre et en fait, des choses en nous jugent, des choses par nous jugent. Alors, parmi les choses qui jugent, eh bien, il se pourrait bien qu'il y ait nos manières de bouger. Par exemple, et là, c'est pas nous, c'est des études scientifiques qui ont été menées par X équipes, eh bien, des traits de personnalité comme le versant explorateur, l'agressivité, l'audace, l'extraversion, une conscience plus élevée ont été associés à une plus grande vitesse de marche. Des postures différentes pour les introvertis, pour les extravertis. Chez les hommes, un mouvement plus important du thorax à la marche est associé à l'extraversion, c'est-à-dire qu'il suffit de regarder les gens pour avoir déjà des grandes idées sur leur tempérament, sur leur manière de se comporter. Pis encore, quand on va vous demander de décider, imaginons vous êtes devant ces verres. Imaginons qu'il y ait quelques verres qui soient à gauche, puis quelques verres qui soient à droite. Puis on va vous demander de décider quel verre vous souhaiteriez pouvoir boire. Alors, même si vous n'êtes pas spécialiste, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre quelques secondes pour vous dire, tiens, ressentir un petit peu le blanc, là, ressentir un petit peu le rouge, et puis après quelques secondes, imaginons 10, 15 secondes, vous allez regarder la robe, vous allez dire, OK, je vais plutôt prendre le verre de rouge qui est complètement à gauche. Vous prenez ce verre de rouge, vous le buvez. Si on vous fait ça, et c'est des études qui ont été menées avec la tête dans un IRM, pour voir ce qui est en train de se passer dans votre tête, donc quels sont les neurones qui sont les plus activés, quels sont les circuits moteurs les plus activés, dès les premières secondes, on sait quel geste vous allez faire. Et les premières secondes, on sait que vous allez prendre votre main, prendre votre bras et aller chercher le côté gauche. Dès les premières secondes, se passe déjà une décision en vous que vous ne savez pas même que vous allez prendre. Ça interroge quand même. C'est-à-dire que dès les premières secondes, on ne sait pas qu'on sait déjà. C'est étrange, des publics comme ça, il y en a de nouveau un paquet. Comme si les décisions étaient prises dans le corps avant qu'elles apparaissent à la conscience et qu'elles apparaissent sous la forme d'idées à l'esprit. Alors, on peut donner la même chose dans un versant qui est un versant plus sportif. Vous allez chercher des marathoniens, puis vous leur mettez une petite puce, un accéléromètre sur le bassin pour voir ce que leur foulée dit, si elle est régulière. Puis vous leur posez la question au 5e, 10e, 15e, 20e, 25e, 30, 35e kilomètre pour savoir s'ils se sentent bien.
Eh bien, en général, jusqu'au 25e ou 30e kilomètre, les gens vont dire qu'ils se sentent bien. Et puis là, vous en allez avoir 7 sur 10 qui vont vivre le fameux mur du marathon. Ils vont se dire, bah, je sais pas ce qui m'est arrivé. Alors, j'étais super bien. Et puis, d'un coup, bam, je me prends le mur, c'est-à-dire 2 à 4 km/h moins vite au niveau de la course. Eh bien, ceux qui vont prendre le mur, dès le 10e, 15e kilomètre, on a déjà des indices dans leur foulée, notamment la régularité de la foulée, qui font penser qu'ils sont en sur-régime. C'est-à-dire, dès le premier tiers du marathon, on commence à avoir des indices que ça va pas le faire. Et pour autant, encore pendant 1 heure et demie, les personnes vont vous dire qu'ils se sentent bien. Et donc, quelque chose est déjà en train de se décider dans le corps que la tête, que la partie consciente de la personne n'a pas encore pu identifier. Eh bien, ça, ces connaissances qui sont en train d'émerger, on est vraiment dans un changement de paradigme. C'était le débat entre Descartes et Spinoza. Descartes, je pense, donc je suis. La puissance de la pensée qui définit l'être. Spinoza, le corps et l'esprit sont un seul et même individu. Et puis puisque c'est un tout et qu'on n'a pas accès à ce tout, celui qui se croit libre est juste un fou. Donc, on n'est pas libre des décisions que l'on prend. Alors, on comprend bien que d'un point de vue politique, ça pose quelques questions d'un point de vue sociétal, et donc ce ne soit pas acceptable. Toujours est-il que ces connaissances qui sont en train d'émerger nous interrogent quant à notre liberté et à la manière dont on décide et dont on perçoit le monde. Voilà, bienvenue dans le niveau 2, dans le point 2 de cette présentation. Le point 1, c'était pour vous dire corps et tête sont entrelacés. On s'est cru très puissant au niveau corporel. Et puis voilà qu'on découvre qu'il y a des décisions qui se passent en nous sans qu'on en ait conscience. La conscience est donc à un niveau beaucoup plus bas que ce qu'on imagine que l'on était. On se pensait conscient du monde, conscient de ce que l'on faisait, et des choses se passent hors de nous. Et maintenant, on arrive à cette étape 2. Ça ne veut pas dire que la conscience n'est pas importante. Moi, je pense qu'il faut juste l'amener à son niveau pour pouvoir l'utiliser à bon escient et puis pouvoir agrandir son spectre d'action. Mais pour ça, il faut pouvoir peut-être redescendre d'un cran. Donc, deuxième étape, on bouge et on pense. Comme on bouge, on pense. Donc, face à la fois à ce cadeau qui nous a été donné, qui s'appelle la conscience, et puis la conscience du fait qu'on n'est pas si conscient que ça de ce que l'on fait et puis de la manière dont on décide, eh bien, il y a un certain nombre d'outils, de tests, par exemple, psychologiques qui ont été proposés pour pouvoir mieux nous comprendre, mieux comprendre comment on agit, comment on interagit avec les autres. Parmi ces tests, il y en a un qui est extrêmement pratiqué dans le monde de l'entreprise, qui s'appelle le test MBTI, qui est basé sur des travaux de Jung, qui était un psychiatre suisse, qui était d'abord un copain à Freud, et puis après plus tellement copain avec Freud. Et puis Jung a proposé des grands types. Il disait, il y a des gens qui sont plutôt en mode extraverti, ceux qu'on va dire qui parlent beaucoup, même si on pourrait donner d'autres définitions, d'autres qui sont plutôt introvertis, qui ont plutôt de l'énergie en eux. Il y en a certains qui recueillent de l'information plutôt en mode sensitif, alors que d'autres, c'est plus par l'idée, par l'intuition. Voilà, donc il y avait d'abord 3, puis ensuite 4 grands prismes qui ont été proposés à travers ce test MBTI. Et donc, il suffit après de répondre à des questions avec des coachs qui sont certifiés sur cette approche pour avoir une idée de ce qu'est ce qu'on appelle notre profil psychologique, profil de personnalité. Je vous propose de le faire tout de suite à propos de la deuxième dimension, celle qu'on appelle le sensitif, comment je recueille des informations par rapport à l'intuitif. Et l'idée, bien évidemment, vous l'avez compris, est de faire le lien après avec nos motricités, nos manières de bouger. Et là, on va le relier au côté terrien, puis au côté aérien. Alors donc, je vous pose la question avec le S, le sensitif, et puis le N, intuition, intuitif, et puis vous choisissez de quel côté vous vous trouvez le mieux. Je suis plutôt d'un tempérament à commencer par le début et avancer step by step. Je fais du pas à pas. L'opposé, le côté plus intuitif, donc les personnalités qui auraient ce schéma plus intuitif, j'ai plutôt tendance à d'abord commencer par la fin, à me dire, OK, où c'est que je veux arriver? Je dois avoir une vue globale sur la fin. Et puis, je procède par bond, je saute les étapes. Deuxième proposition, je préfère mener des actions qui sont plutôt concrètes. Ou alors, je préfère imaginer le champ des possibles.
Surtout, ne jugez pas, hein, vous l'avez bien compris, ma première partie, elle était là pour dire, à chaque fois que nous jugeons, c'est l'incompétence en nous qui juge. On juge par rapport à notre propre besoin, mais pas par rapport à ce qui serait juste ou ce qui serait injuste. Donc, venez juste vous situer à l'endroit où vous vous sentez le mieux. Je continue. Le S, je regarde plutôt chaque élément. J'aime regarder la globalité, les relations entre les éléments, le côté plus systémique ou le côté plus analytique. Je suis plutôt ici et maintenant, présent, ou alors je suis tout le temps en train de me projeter dans un schéma à venir. Donc les uns, ce qu'on va appeler les sensitifs dans le test MBTI, sont plutôt des gens qui donnent des phrases courtes, une langue littérale, reconnaissable, réaliste, c'est quelque chose qu'on peut toucher. C'est ce qui est. Quand ils voient une image comme celle-là, ils disent « c'est une pomme » et puis il y a une feuille. Donc c'est quelque chose qui a à voir avec du concret. Et puis il y en a d'autres, eh bien, ils vont regarder cette pomme puis ils vont dire « moi ça me fait penser à Apple ». C'est la pomme Apple. C'est peut-être la cause des gays. Ou alors, il y a de l'industrie agroalimentaire qui pollue les sols parce que c'est pas normal qu'on ait une pomme qui soit comme ça, qui renvoie la lumière comme ça. Donc ça, c'est un truc de la société de consommation, le fruit parfait, et puis ça nous empoisonne. Alors d'autres vont plutôt penser à Adam et Ève. Donc il va y avoir là beaucoup plus de notions d'image, d'atmosphère, des phrases complexes, des métaphores, du conceptuel. C'est-à-dire que Apple, là, vous n'allez pas pouvoir le toucher. C'est une pomme, vous pouvez la toucher, mais la marque Apple, vous allez avoir du mal à la toucher. Eh bien là, c'est plutôt ce qu'on appelle les intuitifs. Alors nous, dans le cadre d'études, on a demandé à des centaines d'étudiants de passer ce test MBTI. Donc là, c'était pas les vraies questions du test MBTI, mais cette fois, on a fait passer le test MBTI officiel. Puis ensuite, eh bien, on a testé leur motricité, on les a fait courir, on a regardé si c'était plutôt terrien ou aérien. Maintenant, avec les formations, on a plusieurs centaines, on s'approche certainement du millier de statistiques là-dessus. Et dans quasiment 9 cas sur 10, on peut déduire du mouvement les réponses prioritaires données par les personnes. Les gens qui courent comme le premier monsieur sur la piste, là, en rasant le sol, eh bien, ils répondent de manière plus sensitive. Ils vous parlent de concret. C'est la matière qui parle à la matière. Les gens qui courent et qui sont en l'air, c'est comme s'ils avaient moins de relation avec la matière. Donc, eux vont répondre plus par ces notions d'atmosphère, d'image, d'intuition. C'est ceux qu'on appelle les aériens. J'insiste, ça colle quasiment 9 fois sur 10. Plus extraordinaire encore, on a une publication qu'on a soumise. Alors, on l'a soumise dans la revue Nature, qui est juste la plus haute, donc on a toutes les chances de se faire jeter, je pense, mais on essaiera de passer ailleurs si on se fait jeter. Là, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris les deux groupes. On a pris ceux qui ont répondu plutôt en S, donc en sensitif dans le test MBTI. On a pris le groupe qui a répondu plutôt en N, en intuitif dans le test MBTI, puis on a regardé quels étaient les paramètres biomécaniques de leur foulée. Donc, ceux qui étaient en mode sensitif, c'est ceux que vous voyez en rouge, ceux qui étaient les petits diagrammes rouges, là, et ceux qui étaient en mode intuitif, c'est les petits diagrammes bleus. Eh bien, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez qu'à 3 vitesses différentes de course, ceux qui répondent en intuitif, ils ont un temps de contact au sol plus court, ils ont un temps de vol plus long, et on fait la synthèse des deux, ça s'appelle le duty factor, ils ont un duty factor plus bas. Dit autrement, ils volent davantage. Donc, c'est bien nos aériens. Donc, c'est quand même du lourd, c'est quand même incroyable si on croit à la notion d'indépendance entre l'esprit et puis le corps. Comment on peut retrouver des corrélations, des différences aussi importantes entre la manière de répondre à des questions comme celle auxquelles vous venez de répondre et puis des paramètres biomécaniques de la course. Voilà la révolution qu'on est en train de vivre. Pour pouvoir répondre à ça, il faut juste accepter de se dire qu'on est en changement complet de paradigme et qu'un terrien, c'est quelqu'un qui rapproche ses masses du sol. Donc, c'est quelqu'un qui rapproche le corporel, le matériel du matériel, donc de quelque chose qui a à voir avec la matière. Ça s'appelle de la flexion. Il part depuis le bas, c'est une motricité qui part du bas, qui pousse à partir du sol, qui va mettre le talon, donc de nouveau de la matière devant lui, qui va regarder avec son talon quelque chose de dur, si ça tient la route, ce qui est en train de se passer devant, et qui ensuite va mettre sa tête
dessus. Donc, je vérifie bien que ce ne soit pas des sables mouvants, que ça tienne la route. Donc, c'est du concret qui touche du concret et ensuite la tête, la partie plus cérébrale, vient dessus. Je marche pas à pas comme je pense, pas à pas. L'aérien, lui, c'est quoi? C'est celui qui éloigne ses masses de la matière. Ça s'appelle de l'extension. C'est celui qui va démarrer avec ses épaules, c'est-à-dire lui met directement le système nerveux centralisé, son cerveau, il le met directement en déséquilibre et puis ensuite, il va venir rattraper ce déséquilibre en se disant de toute façon, je vais bien rebondir sur la Terre. Et remarquez qu'il rebondit pas longtemps, c'est-à-dire que la matière touche la matière moins longtemps et sur une surface moins importante. D'ici à dire qu'il y en a un qui démarre avec ses idées alors que l'autre s'appuie sur du concret pour avancer dans la vie, eh bien, il n'a qu'un pas qu'on est en train, justement, de franchir. Alors, comment on utilise ça, nous, au quotidien? Parce que c'est quand même ça qui nous intéresse. Eh bien, déjà, on collecte ces informations pour se rendre compte de ce changement complet de paradigme. On comprend qu'on est en même temps acteur et spectateur de notre vie. On essaie de venir élargir la conscience pour se dire qu'est-ce qui se passe en nous. Et puis quand on va l'utiliser dans un mode coaching, que ce soit performance ou que ce soit vis-à-vis des blessures pour les professionnels de santé, on cherche l'alignement entre chacune des strates de notre être. Pour nous, la strate principale, c'est la strate liée à l'équilibre et à la survie. C'est plus engrammé dans le tronc cérébral, dans les parties les plus profondes du corps. C'est le plus important. Ensuite, la strate du milieu, c'est la strate émotionnelle. Donc, on essaie toujours d'avoir cette réponse émotionnelle. Par exemple, quelqu'un qui est terrien, il va avoir une réponse sensitive, émotionnelle, qui vient de ses muscles profonds. Et donc, c'est bien lui qui va parler au système d'équilibre et qui va déclencher une représentation. Donc là, c'est plutôt la partie consciente, la partie intention d'action, une représentation. Je suis solide et ancré dans le monde. Donc, à chaque fois qu'on voit un problème à résoudre, puisque c'est ça l'intelligence, la capacité à résoudre des problèmes, eh bien, on va s'appuyer sur ces trois niveaux et sur cette cohérence, cette synthèse entre les trois niveaux, ce qu'on appelle intention-action, de manière à faire en sorte que, parce que on nous raconte qu'il faut absolument courir avant-pied, on ne se fasse plus avoir par la mauvaise intention, alors que j'ai un bassin qui est large comme tout et que j'ai un système qui est fait pour l'ancrage, parce qu'on pense qu'une partie des problèmes qu'on n'arrive pas à résoudre, c'est pas qu'on a juste ou qu'on a faux, c'est qu'on est devenu incohérent. Donc, on n'a pas réussi à aligner le tout. Or, le mouvement suppose cet alignement entre tous les strates pour pouvoir être de notre être, pour pouvoir être efficient. Voilà ce que je viens de vous dire pour le schéma terrien-aérien. Dans cette formation que je vais vous proposer tout de suite, eh bien, on le voit sur d'autres critères de notre motricité, sur les chaînes musculaires, parce que chaque fois, ça a à voir avec des chaînes musculaires. Il y a un rapport aussi avec la vision selon le prisme du MBTI dont on parle. Donc, extraversion, introversion, manière de décider, manière de se situer, vous savez, les éternels débats entre la personne organisée et la personne adaptative. Eh bien, partout où on a cru que ce n'était que du tempérament, on vient montrer combien c'est des éléments qui sont en nous, ce sont des éléments corporels qui nous amènent à décider, donc à faire en sorte que notre besoin à l'un ne soit pas le même que le besoin à l'autre. Pourquoi? Tout simplement parce que notre corps et notre manière de bouger dans le monde n'est pas le même. Voilà, c'était pour cette petite présentation. Alors, je termine cette présentation par le fait de dire, on vous a déjà proposé niveau 1, niveau 2 de formation. Et bien là, on vous propose, et ça a à voir avec ce cognitif, une formation qui fait le lien entre préférence motrice et préférence cognitive, manière de bouger, manière de penser. Je vous en donne un petit aperçu. Il y a 15 modules vidéo, il y a plus de 8 heures de formation. Je m'en suis donné à plaisir parce que c'est vraiment une partie qui me passionne, qui est vraiment presque bouleversante. Quand on avait une vision qui est une vision de ce que nous avait raconté du corps et puis de l'esprit jusque-là, avec des questions-réponses, avec des études de cas, c'est des formations qui donnent lieu à certification.
Donc, à l'issue, vous avez des questions et puis vous avez une certification. C'est une prise en charge FIFPL. Alors, pour les podos et pour les pros du sport qui sont salariés, pour les kinés, ils n'ont pas été d'accord d'avoir la prise en charge FIFPL au niveau FIFPL kiné. Voilà. Bon, peut-être l'an prochain, mais pas cette année. Qu'est-ce qu'on voit dans cette formation? Eh bien, dans les 15 modules, eh bien, d'abord, ces liens, toutes les connaissances scientifiques actuelles entre la tête et puis le corps. Ensuite, on repasse sur toutes les dimensions du MBTI, la manière de collecter, la manière de décider, la manière de trouver de l'énergie, l'organisation que l'on a dans le monde. Et puis enfin, on voit quels sont les autres éléments, parce qu'il n'y a pas que la manière de bouger, il y a d'autres éléments, les réflexes archaïques qu'on peut encore avoir actifs, notre structure corporelle, puis des éléments sociétaux qui peuvent nous amener à voir le monde d'une manière plutôt que d'une autre. Les retours qu'on a eus sur les niveaux précédents étaient vraiment super sympas, les notes sont excellentes, on vous remercie, on est assez fiers de ces formations, et puis vous nous le rendez, vous nous le dites à l'identique. Alors, le prix, à partir de maintenant, je vais lancer l'offre et jusqu'à dimanche soir, eh bien, c'est à 300 € la formation. Donc, je répète, 8 heures de formation qui correspond à peu près, 8 heures de vidéo qui correspond à peu près à 16 heures de formation. Eh bien, jusqu'à dimanche soir, c'est à 300 € au lieu de 350. À partir de lundi, elle reprendra son prix normal, habituel de 350 €. Et puis, pour les gens qui n'auraient pas pris encore niveau 1, niveau 2, ben, il y a une offre qui est valable pour niveau 1, niveau 2 et niveau 3, donc offre conjointe, à 890 € au lieu de 990. Et ça aussi valable jusqu'à dimanche soir uniquement. Après, hop, on reprend les prix habituels. Voilà, alors, je vais revenir à vous. Hop, j'essaie de m'y retrouver dans mes... Voilà, ok. Hop, voilà, je vous ai retrouvé. Alors, je vais lancer l'offre et puis ensuite... Hop, voilà, normalement, c'est tout bon. Donc, vous devez avoir à droite de votre écran une petite ligne avec marqué offre. Et puis là, vous avez un bouton. Et puis, vous pouvez, à partir de maintenant, commander. Je répète, c'est valable sur les 4 jours à venir. Et puis après, ce sera plus valable, cette offre de lancement pour ce niveau 3 de formation. Maintenant, je suis à votre écoute. Je vous propose de poser toutes les questions qui peuvent vous intéresser. Alors, je vous laisse un petit peu de temps pour le faire. Hop. Pourquoi un chien pas sur la télé? Pourquoi il y a un chien? Parce qu'on trouvait qu'il était rigolo, ce chien, c'était que pour ça, Barbara. Il y avait un chien, on trouvait qu'il était rigolo avec sa tête, puis on se disait qu'il nous faisait penser à un chien qui se posait bien des questions sur lui-même, et puis sur sa manière d'être terré au sol, mais il n'y a pas d'autre raison. Je pense, donc je bouge, Sonia. On pourrait même dire je bouge, donc je pense. Mais il est vrai que ça fonctionne dans les deux sens. C'est-à-dire que à la fois, et c'est certainement le plus puissant, c'est historiquement, eh bien, on s'est généré en capacité à transformer l'énergie, ensuite à capacité à se mouvoir dans le monde, et puis ensuite, on a commencé à prendre conscience de nous, à mettre ce qu'on appelle notre pensée, notre conscience. Et donc, ça part du mouvement pour générer les idées, mais ça ne veut pas dire que si j'ai pas une idée, ça ne peut pas modifier un mouvement. Hein. Tout est en boucle dans notre corps. Mais disons que la grande tendance, c'est une tendance dans laquelle ça se décide hors de notre champ de conscience. J'adore. Olivier, est-ce que je pourrais revoir cette conférence? Elle est enregistrée où? Alors oui, dès la fin ou dès demain, on va mettre un lien sur le site internet volodalen.com et puis on mettra un post Facebook pour mettre le replay de cette conférence. Alors, avant de s'engager sur ce niveau 3, donc c'est une question d'Éric. Avant de s'engager sur ce niveau 3, est-ce qu'il faut avoir validé les niveaux 1 et 2? Alors Eric, c'est pour ça qu'on fait une offre 1, 2, 3, c'est qu'il nous semble plus intéressant parce que là, à chaque fois qu'on
qu'on aborde le lien entre manière de penser puis manière de bouger, ben, dans cette formation, je ne répète pas ce que c'est que la manière de bouger, d'être terrien, aérien. Elles sont présentées dans les niveaux précédents. Donc, il nous semble plus logique et puis plus intéressant pour la compréhension que de pouvoir aller voir ce qu'on a expliqué sur ce que c'est qu'être terrien, sur ce que c'est qu'être aérien dans les deux formations précédentes. Sinon, il y a un risque d'être un peu perdu, Eric. Sébastien, quel conseil concret pédagogique préparez-vous pour optimiser les consignes entre un N et puis un S? Donc, entre le schéma terrien et puis le schéma aérien. Quelqu'un qui est plutôt en schéma terrien, déjà, c'est de la flexion. Pour nous, la flexion, c'est un système dans lequel je me pose. C'est ici et maintenant et c'est proche de moi. Donc, on essaie d'avoir les choses les plus concrètes, des exercices qui se réalisent à l'instant T et qui ont à voir avec de la proximité. Donc, quand on va proposer un exercice qui va être, par exemple, en type terrien, prenons un exercice de gainage classique, déjà, on explique combien il s'agit de protéger l'essentiel, qui est mon centre. On vient donner une manière de faire l'exercice qui est une manière simple, c'est vraiment le ici et maintenant, et surtout, parce que pour nous, la flexion, c'est aussi le système nerveux parasympathique, on a tendance à venir baisser le ton, baisser le rythme. Pourquoi? Parce que pour nous, le schéma terrien, c'est un schéma parasympathique qui se pose dans le monde. C'est vraiment quelqu'un qui se pose dans l'espace. À l'inverse, quand on va avoir un aérien, on a une tendance à rythmer les consignes pour justement avoir ce système. C'est de la chaîne postérieure, donc la chaîne postérieure, c'est tonique. Donc c'est un système en haut et puis bas. Et donc, on va chercher des éléments toniques avec des mots qui sont des mots très courts pour rythmer cette manière de bouger et puis de se lancer avec le haut du corps. Donc, je ne veux pas refaire l'ensemble des consignes que l'on va donner, mais on peut vendre du plus loin, c'est de l'extension, des grands principes d'action, alors qu'en schéma terrien, c'est plus tel exercice à telle reprise, à X reprises, et puis en tout cas pour nous, dans un rythme beaucoup plus posé, c'est spatial par rapport au temporel davantage pour l'aérien. Jean, très intéressant, ta conf, merci. Jean, Jérôme, nos actions motrices sont-elles irréfléchies? Alors, c'est une bonne question, j'ai du mal à répondre. En fait, il faudrait d'abord positionner ce que ça veut dire que réfléchir ou pas réfléchir. Spontanément, pour nous, c'est comme s'il y avait deux temps. Il y a le temps de l'action. L'action, c'est un système nerveux qui génère de manière inconsciente de la complexité pour venir optimiser. Et donc, ça se fait comme ça, hors de notre conscience. Et donc, c'est un temps de simplification. C'est un temps dans lequel la réflexion dit juste l'objectif à atteindre, ce qu'on appelle l'intention. J'ai l'intention d'aller donner un coup derrière cet arbre en étant léger. Ça suffit. En ce sens-là, si on va considérer que ça c'est irréfléchi, alors c'est irréfléchi. C'est-à-dire on ne veut pas un système cognitif qui descend puis qui dit maintenant contrôle bien ta montée dans le backswing avec ton deuxième petit doigt qui va faire ça par rapport au premier petit doigt, parce que là c'est un système lent qui demande du temps, qui s'appelle la conscience, qui viendrait interagir avec un TGV. Et donc, ça veut dire que le mouvement n'est plus libéré. Donc, le temps de l'action, c'est un temps d'intention et de connexion avec la puissance de notre corps. Et en ce sens-là, on pourrait dire c'est irréfléchi, si tu veux. En revanche, ça n'empêche pas d'avoir un temps d'analyse. Mais là, je suis plus dans le temps de l'action. J'ai mon temps d'analyse. Je me dis, OK, compte tenu de ce que j'ai fait, je trouve que c'était juste, c'était pas juste. La capacité d'ailleurs à switcher d'un à l'autre, d'un temps du corps, qui est un temps de l'action, de la simplification. Rien n'est plus simple que de passer d'un point A à un point B situé à 2 mètres. Si vous voulez qu'on l'explique avec l'ensemble des manières de faire, on a besoin de plusieurs jours. Donc, ça montre bien combien le mouvement lui-même, c'est extrêmement simple. Et donc, ce retour au simple, on essaie de le garder. Et le temps de l'entrée en conscience dans la complexité, c'est un temps à part. Et parfois, on apprend, c'est idéal, à pouvoir switcher de l'un à l'autre. J'ai réfléchi, maintenant j'agis. Donc en ce sens-là, Jérôme, je ne sais pas si je t'ai complètement répondu, on pourrait dire qu'une bonne partie des actions motrices sont irréfléchies, c'est-à-dire qu'elles, dans le sens où elles ne reviennent pas à la conscience. Et la conscience doit la laisser, c'est pour ça qu'on parle plutôt de libérer le mouvement, laisser faire le système qui est puissant pour pouvoir le faire, et c'est plutôt inconscient.
Qu'en est-il des terriens qui passent moins de temps au sol, comme les aériens? Comment expliquer ce phénomène? Ça, c'est plutôt du niveau 1 plutôt que ce niveau 3. C'est des corps organisés spatialement, un système nerveux qui interagit davantage avec les muscles qui sont antérieurs. Et donc, les muscles antérieurs, c'est des muscles qui vont plutôt générer de la flexion. Et puis, on va utiliser les muscles antérieurs pour ne pas tomber, parce que l'objectif, c'est justement de toujours garder le cerveau qui vient pas, c'est de la survie, hein, donc qui vient pas taper le sol. Et donc, un terrien, c'est ce qu'on explique dans le niveau 1, c'est quelqu'un dans lequel il y a plus la connexion entre l'aspect cérébral et les chaînes antérieures. Et donc, je vais générer mon équilibre à l'arrière en me suspendant aux chaînes musculaires antérieures que je connais le mieux. Et quand on les active, ces chaînes antérieures, quand je fais ça, tout ce qui est à l'avant du corps génère de la flexion et ce qui est à l'arrière du corps génère de l'extension. Jean, le slide sur « On a résolu la famine, les guerres et les pandémies » est plus que discutable, mais cela n'enlève pas l'intérêt à la conférence. Alors, Jean, de nouveau, la notion de « on a résolu », on le situe toujours, c'est du relatif par rapport à l'ensemble des problèmes qui ont été rencontrés par l'humanité jusque-là. Il s'avère que si on a une humanité qui arrive, qui est en croissance, mais exponentielle, c'est bien qu'on a résolu la plupart de nos problèmes de survie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas encore 900 millions de personnes qui sont en difficulté, qui, quand les prix du blé montent ou du riz montent, ils vont se retrouver à ne pas pouvoir manger à leur faim. Ça, c'est vrai. Donc, il faut le penser plutôt en relatif plutôt qu'en absolu. Morgane, petite question. Un athlète peut-il avoir une physiologie plus adaptée à une biomécanique, terrien ou aérien? Et le cas échéant, cet athlète peut-il stagner avant de se blesser en ayant une bioméca inadaptée à sa physiologie? Suis-je clair? Je suis pas sûr, Morgane, que tu sois clair. Après, je suis pas super rapide dans ma tête aujourd'hui. Alors, non mais Morgane, si tu veux dire que est-ce qu'on peut stagner du fait de faire le mouvement qui est faux? Parce qu'on nous a dit que c'était comme ça qu'il fallait bouger. C'était cette fameuse notion de Bandwagon, c'est le schéma dominant, la bonne manière de bouger, le bon système d'ancrage dissocié antérien ou le bon système de rebond avant-pied pour la course à pied. Alors la réponse, elle est clairement oui, parce que si on ne se connecte pas d'une manière ou d'une autre à nos propres besoins, à un moment donné, on ne peut devenir qu'à partir de soi-même. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se changer, mais un système nerveux n'apprend et ne devient qu'à partir de lui-même. Donc oui, on peut ne pas progresser parce que la proposition d'action que notre tête ou que le modèle dominant ou que le coach a en tête peut ne pas être la bonne pour nous. Voilà, c'est d'ailleurs ce qui différencie, nous on dit souvent, si vous n'êtes pas sûr dans le mouvement, ne faites pas trop appel aux théories cognitives, tu fais ci, tu fais ça, demandez plutôt à la personne qu'elle soit efficace, puis regardez comment elle se comporte. Après, attention, toute force peut arriver à la limite de ses forces. Donc, si le système aérien, par exemple, pour prendre le système aérien, n'arrivait jamais à sa limite, il n'y aurait pas un aérien qui se fait les tendons d'Achille ou les mollets. Donc, or, il y en a plein. Donc, on peut aussi arriver à la limite de ses forces. Et là, c'est ce qu'on explique dans le niveau 1. En général, le système, et c'est le propre d'une préférence, c'est que c'est en même temps une identité motrice, mais c'est en même temps une capacité à pouvoir s'adapter. Tout être vivant a une présence, une manière de bouger qu'on peut repérer. Mais si cette manière de bouger ne convient plus, parce que l'environnement n'est pas favorable, par exemple, venir rebondir sur du sable, ça va pas trop le faire, ou alors parce que j'ai beaucoup moins d'énergie, eh ben alors, il a prévu une autre manière de bouger, c'est ce qu'on explique dans le niveau 1, le long de ce qu'on appelle le cadran du mouvement. Mais l'autre manière de bouger, c'est pas n'importe quoi. C'est déjà engrammé, c'est-à-dire on peut pas tout faire. On peut avoir des changements dans notre motricité, mais ces changements même partent de nous-mêmes. Ils sont déjà prévisibles. Marc, il y a donc un intérêt en kiné de traiter un patient selon sa préférence motrice. Alors nous, on pense qu'il y a un intérêt à comprendre les besoins des personnes. Une fois qu'on a compris que le mouvement que réalise la personne, c'est un besoin immense, c'est l'expression immense de ses besoins à la fois de survie, à la fois émotionnelle et puis de ses représentations dans le monde, eh bien on pense qu'il y a un grand intérêt. Vous verrez que par exemple, les gens qui sont très 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 aériens, dans une société très aérienne, le moment où on leur dit qu'il faut venir descendre un peu le centre de gravité, ils n'aiment pas. Pourquoi? Parce que pour eux, être bien en extension comme ça veut dire être fier.
et qu'ils n'aiment pas, parce qu'on juge, une fois qu'on a compris le mécanisme, on juge à partir de sa motricité. Si j'ai une motricité en extension, je trouve que les gens qui sont un petit peu comme ça, vous voyez, avec le dos rond, c'est des gens un peu qui se respectent pas. Alors que celui qui est un peu avec le dos rond, quand il voit l'autre qui est avec la tête comme ça, il se dit, putain, pour qui il se prend celui-là, il est un peu fier. Et donc, quand dans le traitement, vous avez besoin de venir chercher davantage le sol, et que si vous vous mettez à juger cela même qui va vous sauver, eh bien, vous êtes mal parce que vous n'allez plus pouvoir rétablir votre cohérence entre intention et puis action. La mauvaise idée que vous avez en tête, on avait donné dans d'autres conférences le cas par exemple d'un athlète, je pense à lui, qui a été blessé toute sa carrière. Au moment où il est venu nous voir, un athlète de niveau national, au moment où il est venu nous voir, il avait 46-47 ans, il reprenait 3 mois après, il se faisait les mêmes blessures qu'à 20 ans. C'était un aérien, il courait encore hyper aérien, il venait de l'athlétisme. Quand vous venez de l'athlétisme, c'est très dur de penser que vous avez le droit de venir fléchir plus que cette grande foulée bien belle avec ce modèle masse-ressort. Eh bien, à ce moment-là, on lui a proposé de venir chercher davantage dans le sol. Il s'avérait qu'on avait les caméras 3D, il s'avérait qu'on avait le rendement énergétique de la foulée. À l'instant même où on lui a demandé ça, il avait plus mal et il était plus efficient au niveau énergétique. Et pour autant, ça faisait des années qu'il cherchait, il n'avait pas trouvé. Donc, il était un aérien, dans un monde d'aériens, il est très dur de se défaire de représentation, et pour autant, c'est l'endroit où on peut être extrêmement efficace, parce que ça prend 1 seconde pour décider de changer son idée sur le monde. Mais c'est pas dit qu'on va le faire. Donc oui, on pense, Marc, qu'il y a un vrai intérêt à traiter, à expliquer, à sélectionner les exercices, et puis les consignes qui vont être associées à la proposition d'action qu'on va avoir avec le patient. Respect de l'alignement des segments et la symétrie de nos mouvements lorsqu'on court est-elle révélatrice de notre personnalité? Alors, la notion de symétrie, alors, plutôt que personnalité, pour nous, il faut toujours garder un peu l'empire intérieur, hein, c'est le mot de Saint-Exupéry. Donc, on parle de personnalité, mais on préfère dire les grandes tendances cognitives, les grandes manières de penser, parce que personnalité, c'est aussi le produit de notre histoire, de ce que l'on a connu, de nos parents, de notre éducation. Donc, mais ceci étant dit, la notion de symétrie, par exemple, donc qui va avec des corps qui parfois sont avec plus de différence entre la droite et la gauche, je ne sais pas si c'est ça, Christian, que tu veux évoquer, eh bien, elle fait partie intégrante de notre personnalité. Par exemple, vous pouvez avoir un aérien à gauche qui a une grande latéralité, eh bien, c'est pas le même que celui qui a une latéralité qui est moins prononcée. C'est-à-dire l'ensemble, aujourd'hui, dans notre compréhension, l'ensemble des propositions qui sont données par le test MBTI, on a la correspondance en face en type de motricité. Par exemple, chez un aérien à gauche large va avoir une latéralité beaucoup plus prononcée qu'un aérien à gauche qui est de type axial, sur ce que je vous ai évoqué entre le niveau 1 et le niveau 2. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais oui, chacun des éléments de notre corps et puis de notre manière de bouger va rejaillir sur des grandes tendances cognitives. Olivier, quel est le rapport avec Action Types? Eh bien, Action Types, nous on dit il y a peut-être 3 endroits dans le monde où ça a beaucoup avancé sur ces liens entre les préférences motrices et puis les préférences cognitives. Un, c'est un Américain qui s'appelle Neil Nagel. L'autre, c'est la société Action Types, qui est vraiment très novatrice sur ce principe. Et puis le troisième, c'est nous, Volodalen. Et puis, le lien entre le cognitif, en tout cas me concernant, ça fait plus de 20 ans qu'on avance sur les préférences motrices, mais je n'avais pas initialement, j'ai rencontré les gens d'Action Types en 2010, je n'avais pas initialement du tout, d'un côté, pour moi, il y avait la psychologie, je viens quand même d'un schéma plus universitaire, de l'autre côté, il y avait la biomécanique. Et pour moi, il y avait une barrière entre les deux. Et quand j'ai rencontré les gens d'Action Types, c'est eux qui m'ont dit que pour eux, il y avait un lien qui était très, très fort. Et puis, au moment où c'était Bertrand, au moment où il m'a expliqué ça, ça a fait boum. Pour moi, c'est vraiment un temps, et ça vient d'eux, ce lien entre l'un et l'autre. Parce que c'était leur entrée initiale. Alors que moi, mon entrée initiale, je faisais plutôt de la biomécanique, je m'occupais d'un laboratoire, c'était de voir que les gens ne bougeaient pas de la même manière et qu'ils ne vous disaient pas la même chose sur le monde. À partir de quel âge les préférences motrices et cognitives semblent-elles fixées?
Écoute, il y a derrière ce que je viens de vous raconter, il y a pour 800 ans d'études, en parlant poliment. Et donc, il y a plein de choses qu'on ne sait pas encore. Il y en a plein qu'on sait, mais d'autres qu'on ne sait pas. Et ben, on sait en revanche que dès que le gamin il vient à la naissance, moi j'ai suivi le mien, puis j'en ai suivi un certain nombre d'autres, eh bien, on repère tout de suite. Donc, je ne sais pas si c'était déjà là avant, mais je peux vous dire qu'à la naissance, c'est déjà présent. Voilà. Bonjour Cyril, est-il prévu un niveau 3 spécial golf en digital e-learning? Oui, 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 Axel, il va y avoir un niveau 3 qui va se faire. Après, je ne sais pas quand. Ça va se faire avec en présentiel. Il est prévu au mois de juin. À supposer qu'on puisse le faire à Montgriffon, et puis avec Joël, de mon coach de golf, et puis en e-learning, ben, on espère peut-être le tourner à ce moment-là. Voilà. Mais ça va venir aussi. Joanne, serais-je capable de déterminer un profil mental et motivation du patient à l'issue de cette formation? C'est fait pour ça. Voilà. Niveau 1, niveau 2, niveau 3, vous êtes capable à la fois de venir tester d'un point de vue moteur et puis avoir les grands indices sur les manières de percevoir les pensées. Alors bien sûr, hein, c'est pas comme si vous faisiez X semaines de formation avec MBTI, mais c'est des grandes tendances qui vous permettent de percevoir ces manières de penser et les manières de bouger, niveau 1, niveau 2 et niveau 3. On ne réexplique pas les manières de bouger dans le niveau 3, c'était les niveaux précédents. Frédéric, est-ce que les types aériens et terriens sont héréditaires, transmissibles par les parents? C'est une question qu'on a souvent, pour l'instant on ne sait pas y répondre, ce n'est pas d'hérédité de petits pois verts. Alors il y a des familles dans lesquelles on voit des morphologies qui sont très semblables et puis des motricités qui se ressemblent énormément aussi. Moi, d'un point de vue moteur, je suis très proche de ma maman. Ben, la plupart des gars du côté de la famille de ma maman sont gaulés comme moi, plutôt longiligne, et puis ils sont quasiment tous aériens à gauche. En revanche, dans la majorité des cas, on n'observe pas ça. C'est-à-dire, on observe des enfants qui n'ont pas forcément les mêmes motricités que les parents. Donc, Frédéric, je ne sais pas trop te répondre. Il semble avoir des liens avec de la génétique, mais c'est pas un truc qui sortirait à chaque fois. Si on connaît les deux parents, on sait ce qui va sortir chez le gamin, ça loin, loin, loin de là. Pour les athlètes, d'ailleurs, la dernière fois, j'avais eu cette question, puis j'avais demandé à des personnes de venir, s'ils avaient des vrais jumeaux ou vraies jumelles, de venir m'envoyer des vidéos. Et puis, pour les 3-4 que j'ai reçus, dans un certain nombre de cas, on voyait les mêmes motricités, puis dans d'autres cas, on ne voyait pas les mêmes motricités, alors qu'on avait des vrais jumeaux. Donc, vous voyez, c'est que c'est pas tout simple, cette histoire. Pour les athlètes, faut-il maîtriser les préférences naturelles et avoir une formation MBTI? Non, formation MBTI, moi je suis pas coach MBTI. Hein. C'est des grandes tendances dans la perception du monde. Si vous souhaitez faire les formations MBTI, c'est parfait, c'est super, vous pouvez le faire par ailleurs, mais là, c'est pas l'objectif de cette formation. Pour la maîtrise des préférences naturelles, nous, bien sûr, je vais pas vous dire, c'est pas moi qui vais vous dire que c'est moins bien on pense clairement que c'est mieux de comprendre les besoins, et puis les préférences naturelles, c'est une des grandes tendances pour bien comprendre les besoins des athlètes. Alors, encore une ou deux. Tiens, j'ai oublié, je peux vous mettre un petit coup, je vais vous montrer quand même un petit coup ce qu'est l'espace de formation, parce que je devais le faire, puis je vais me faire engueuler parce que je l'ai pas fait. Voilà, je vous montre juste cet espace de formation qu'on vous propose. Hop, voilà. Voilà. Là, on est dessus. Donc, vous voyez, c'est un espace, vous êtes sur le niveau 3. Alors, ceux qui ont acheté le niveau 1, niveau 2, c'est tout collecté au même endroit, hein, les formations. Et on retrouve ces 15 modules, ces 8 heures de vidéo. Par exemple, là, je suis sur la notion de collecte terrien, aérien. Donc, vous allez me voir sur mon super fauteuil en train d'expliquer. Puis, il y a un ensemble de slides, il y a des questions qui sont posées. Vous avez des cas pratiques, vous avez une évaluation avec la certification. Donc, voilà, c'est un espace qui est plutôt sympa, plutôt convivial et dans lequel vous avez à disposition, tant que les serveurs tournent, ce sera à votre disposition. C'est-à-dire, c'est pas une formation qui s'arrête au bout d'un mois. On laisse la formation à disposition. Je vais pas dire ad vita aeternam, mais presque. Alors, on met pas de limite de temps à cette formation. Hop là, voilà.
Alors, je vous propose encore une ou deux questions. Ses préférences sont alignées, ben j'ai déjà essayé de répondre. Et puis, où évolue au cours de la vie, mais les deux. On pense qu'il y a une notion qui a à voir, en tout cas, c'est présent à la naissance. Est-ce que c'est susceptible de pouvoir évoluer? La réponse est clairement oui. Et je vous l'ai dit, ça évolue selon un prisme. C'est-à-dire il y a des mouvements qui nous sont difficilement atteignables. Il y a des zones qu'on pourra difficilement atteindre, mais en revanche, il y a plein de mouvements qui peuvent être appris, et donc oui, c'est adaptable. Enfin, quelqu'un qui vous dirait que la vie n'est pas adaptable, c'est juste, alors là, il a réinventé le monde. Voilà. Virginie, pensez-vous que le principe des préférences motrices est applicable aux animaux? Je pense à l'athlète cheval et plus particulièrement au couple cheval-cavalier. Alors, oui, ça ferait partie, je vous dis, il y a pour 800 ans d'études. Nous, ça ferait partie vraiment du truc qu'on aimerait. Alors, on l'a déjà observé hein, en parlant, bien sûr, d'espèces et puis d'individus au sein même de l'espèce. Il nous semble l'observer. Des organisations très, très proches de ce que l'on voit pour l'organisation de l'espèce humaine. Pourquoi? Parce que les bases, elles sont assez semblables entre un certain nombre d'animaux. Alors, il s'avère, par exemple, qu'on suit tous Swiss Jumping. Donc, on a beaucoup, certains parmi les meilleurs au monde, de cavaliers qu'on suit sur les sauts d'obstacles. Et donc, on pose toujours la question de la motricité du cheval, parce que là, vous avez deux choses à synchroniser, la motricité du cheval et puis la motricité du cavalier. Et donc, Virginie, mais j'ai pas plus d'éléments. Oui, je pourrais te donner un grand nombre de détails qu'on a vus avec des cavaliers, avec des chevaux, mais on pense que oui. À la fois, l'athlète va exprimer sa motricité terrienne et aérienne sur le cheval, ça c'est très clair. Là, on a l'ensemble des indices, on a l'ensemble du relevé des points clés, des difficultés qui vont être rencontrées, des facilités selon les motricités. Et puis, le couple avec le cheval, nous, ça fait vraiment partie des questions et puis qu'on pose aux cavaliers avec des chevaux qui vont être plus au moment de l'impulsion, plus bas, ceux qui vont rester un petit peu plus légers, et puis l'adaptation du cavalier de l'un à l'autre. C'est ce qui rend d'ailleurs le tout assez passionnant. Voilà, il y aura chaque fois, de toute façon, c'est vrai aussi avec le matériel sportif, même si c'est moins complexe qu'un cheval, il y a chaque fois cet alignement à trouver aussi entre notre corps, notre technique, et puis les outils ou les animaux là qui participent à l'expression de la motricité de l'ensemble. Est-ce qu'on peut penser, Guillaume, que c'est la cognition qui induit les préférences motrices ou alors l'inverse, que c'est nos préférences qui induisent notre cognition? Guillaume, là, je pense avoir répondu. Il est dur que ceux qui arrivent de penser que ce qui arrive à la fin de l'histoire, par exemple la conscience, puisse expliquer le début de l'histoire. Les forces de vie ont à peu près 4 milliards d'années sur cette Terre. C'est d'abord la capacité à venir prendre de l'énergie pour ensuite s'organiser, s'informer et puis se déplacer. Et donc, on peut plutôt penser, c'est ce que j'essaie d'expliquer, que c'est d'abord des éléments structurels, puis des éléments liés au mouvement qui génèrent les manières de penser. C'est bien dans ce sens-là. Après, dans un système, tout est interrelié. Vous verrez que si vous mettez à penser à l'ancrage alors que vous êtes en l'air, c'est un truc compliqué qui va se passer. En général, le système nerveux, il n'aime pas cette incohérence, parce qu'il y a besoin de cohérence. Et donc, même, il a tendance là à venir arrêter un peu le système. C'est-à-dire, les watts étaient à 230 et puis on redescend à 100 watts. Donc, la coordination est un petit peu perdue dans ce cas-là. Donc, c'est bien pour nous d'abord le corps qui fait émerger des intentions et des idées et des représentations dans le monde. C'est ce que j'essaie d'expliquer dans cette conférence. Arnaud, est-ce qu'on peut modifier la posture en espérant avoir des répercussions sur le mouvement et donc sur le mental? Alors, c'est vraiment ce versant qui est passionnant. Moi, je le vis depuis tellement d'années. C'est pour ça que je disais, c'est en même temps acteur et puis spectateur. Vous modifiez votre posture et ça modifie vos manières de penser. Et on peut penser aussi dans l'autre sens. Mais moi, quand je suis assis comme ça devant vous, je cherche à convaincre, je suis assis devant vous, j'ai pas le même tempérament. Quelque chose change en moi par rapport au moment où je vais venir m'installer plus en arrière. Vous allez le voir dans toute discussion.
que selon le prisme, l'intensité que la personne va y mettre, il va changer ses formes corporelles. Donc il y a une relation qui est assez incroyable. Avec parfois, je vous donne un cas très concret. Moi, maintenant, une partie du temps, quand je vais courir, je cours dans ma motricité initiale qui est aérienne, et puis très souvent, d'ailleurs, je vais plutôt courir en terrien, mais je suis jamais très sûr. Donc, je me pose la question. Alors, la bonne manière de répondre, c'est d'y aller puis voir comment ça court. Une autre, c'est que vous avez des idées qui vous viennent en tête. Moi, dès que je sais maintenant que je mets, par exemple, une paire de chaussures un petit peu dynamique, une paire de chaussures un petit peu molle, puis je vois laquelle m'attire le plus. Si je suis pas sûr de comment ça va courir en moi, il y a des moments où vous êtes quasiment sûr, vous l'avez perçu. D'autres moments, vous savez pas trop. Et bien, puis je regarde par laquelle je suis attiré. Je me suis rendu compte que quand j'étais plutôt attiré par la chaussure plus douce, ben c'est que j'avais plus besoin d'aller dans un schéma terrien, dans un schéma de récupération. À ce moment-là, en général, j'ai aussi envie de venir courir avec de la musique. Alors que quand je vais aller dans mon schéma plus rapide, plus avant-pied, ben je sais que ça va être plus dynamique. Là, j'ai besoin d'être au contact, plus au contact en termes physiologiques, de savoir à quel niveau je vais être. Ben, en général, c'est que je vais chercher plus aérien. Ça, c'est un des exemples, mais parmi 1000. Après, c'est justement une épopée infinie. Ce lien entre vos sensations, et c'est bien ça de l'intelligence, vos sensations qui montent, qui viennent vous donner des espèces d'émotions pour venir vous diriger dans des choix dans la vie. Et vous savez plus si vous êtes en mode acteur et spectateur, un peu les deux à la fois. Tu as affiché, Jean, le slide du neuroscientifique Denis Volpert sur l'exemple de la bestiole qui bouge avant de se fixer sur un poteau, mais qui ensuite, une fois fixé, digère son système nerveux. Je ne l'ai pas commenté, alors je la commente, Jean. En fait, ce monsieur s'appelle Daniel Volpert. C'est un neuroscientifique. Et puis, il fait, je vous incite à aller le regarder, il a une présentation sur TED où il fait une conférence qui est assez géniale, dans laquelle il explique justement que le rôle premier d'un cerveau, ce n'est pas de penser, mais c'est de bouger. Puis, il donne l'exemple de l'humble tunicier. L'humble tunicier, c'est une espèce, je peux vous la remettre d'ailleurs pour que vous le voyez, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas commenté. Merci Jean. Hop, je vous le repartage. Le voilà, mon humble tunicier. Il est là. Hop, c'est cette petite bête que vous voyez ici. Eh bien, cet humble tunicier, là, à droite, la première partie de sa vie, il est considéré comme un animal. Pourquoi? Parce qu'il bouge dans l'océan. Jusqu'au moment où il va trouver qu'il y a un rocher qui est plutôt sympa. Il va s'installer sur ce rocher, et la première chose qu'il va faire une fois installé sur ce rocher, c'est qu'il va digérer son cerveau. Il devient végétal. Végétal, il n'a plus à bouger, il n'a plus besoin de cerveau, il le mange. Donc voilà, c'est un des exemples qui est donné par Daniel Volpert pour expliquer combien le cerveau a pour fonction première le mouvement, et que si vous ne bougez pas, vous n'en avez plus besoin. Merci Jean. Caroline, est-ce que le prisme hyperlaxité change ou module les règles terriens ou aériens? Alors, c'est une super question, Caroline. Merci beaucoup. Et je vais vous proposer d'ailleurs de terminer sur cette question. Nous, quand on analyse aujourd'hui le besoin des personnes, on va analyser selon plusieurs prismes. Le premier de ces prismes, c'est ce qu'on appelle la structure. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas adaptable, donc elle est hyper importante. Si vous êtes une femme avec un bassin large, que vous souffrez par exemple des mollets, et puis que vous trouvez que votre bassin, il n'est pas joli, parce qu'on est dans une société qui trouve que c'est bien mieux d'avoir un bassin un peu plus étroit et puis d'être plus effilé, plus fine, eh bien, vous n'avez plus de solution pour votre blessure, parce que la solution à votre blessure passe par de l'ancrage. Et l'ancrage passe par le fait de s'approprier son bassin, donc de revenir dans son bassin. Et donc, la structure, et vous n'allez pas pouvoir la changer, la largeur de votre bassin. Donc, si je viens rejeter cela même qui peut me proposer une solution et qui est non adaptable dans mon système, je suis mal. Donc, la structure est extrêmement importante. Ensuite vient le système nerveux, les préférences, puis ensuite les habitudes ou les modèles que j'ai en tête. Mais vous voyez, c'est pour ça que je vous disais, l'idée, on peut la changer tout de suite. Donc, les représentations sur le monde, ce que j'ai fait dans ma vie, je dis pas que c'est pas important, je dis que c'est le plus adaptable. Donc, c'est la chose qu'on peut changer le plus vite. La structure, c'est ce qu'on peut pas changer. Et puis, la préférence, ben, c'est ce truc un peu génial
qui fait qu'on a en même temps identité, donc on se ressemble dans le mouvement entre aujourd'hui puis demain, puis en même temps altérité, possibilité de s'adapter. Donc quand on parle de l'hyperlaxité, on parle d'une donnée qu'on ne peut pas changer à ma connaissance. Ça veut dire qu'à partir du moment où je suis hyperlaxe, nous on a ce qu'on appelle un curseur des motricités, et l'hyperlaxe, il est plus terrien que terrien. C'est un corps pesant. C'est un corps qui tend à aller vers l'eau par manque de tension latérale. C'est-à-dire les laxes ont au départ une instabilité latérale. À ça qui est structurel, le corps, le système nerveux réagit en donnant une extension, parce que le besoin de tous les laxes va être une extension. Donc ça veut dire qu'avant d'être terrien, aérien, puis vous pouvez avoir des laxes qui sont terriens ou aériens, vous êtes laxe. Vous êtes structurellement déterminé par votre laxité. Donc oui, votre besoin va être un peu plus aérien que vous-même de par cette laxité. C'est ce qui fait d'ailleurs que la plupart des laxes, ils ont toujours cette interrogation, comme s'il y avait deux choses. Il y a le corps qui les amène plutôt vers le bas, par manque de compression au niveau des tissus, et puis il y a la tête qui surréagit en disant « il faut aller en haut, il faut aller en haut ». Donc on voit beaucoup ces mouvements de tête qui se réalisent, qui ont à voir avec des réflexes aussi, et qui sont la réponse du système nerveux à la pesanteur du corps. La bonne manière de le vivre, eh bien, c'est d'avoir, comme d'habitude, un temps pour chacun. Donc oui, l'hyperlaxité, mais tout ce qui a à voir avec le structurel va venir modifier vos manières de bouger, un peu dans le sens dans lequel je l'ai expliqué. Je l'explique davantage encore dans cette formation, puis dans les formations précédentes. Voilà. Ok, alors vous avez encore beaucoup de questions, alors je ne vais pas pouvoir tous les prendre, j'avais proposé que celle de Caroline soit la dernière. Bon voilà, merci d'avoir été là nombreux, vous êtes encore plus de 200 là à écouter cette conférence. Voilà, j'espère qu'elle vous a plu, nous c'est vraiment un monde qui nous passionne, qui est juste incroyable, qui donne des perspectives d'action pour les professionnels de santé, pour les professionnels du sport, mais ça va encore beaucoup plus loin, pour la présence à sa propre vie, pour l'apprentissage, qui sont juste hallucinantes. Je vous l'ai dit, pour nous, il y a 800 ans de recherche, mais il y a déjà un système qui est bien en place et qui, en cabinet, qui sur le terrain, nous permet d'agir tout de suite. Donc, merci pour votre écoute. Cette formation, je l'ai déjà dit, mais vous savez que vous pouvez la retrouver en replay dès demain ou dès ce soir sur notre page Facebook et puis sur le site volodalen.com. Et vous savez que vous avez l'offre spéciale pour cette formation de niveau 3 préférence cognitive qui vaut jusqu'à dimanche soir. Et puis, il y a le pack complet pour les gens qui n'auraient pas encore acheté le niveau 1, qui est comment je m'équilibre, le niveau 2, comment je tourne autour de mon centre de masse, et puis ce niveau 3 qui est le cognitif. Eh bien, il y a cette offre spéciale à 890 € qui vaut jusqu'à dimanche soir et pas une minute de plus. Thibaut veille au grain. Merci d'avoir été là et puis je vous souhaite une bonne soirée et puis un bon week-end, même si je suis un peu en avance pour ça. À tout bientôt, au revoir.